Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de pillage puisque on va analyser ensemble des scénarios spécifiques pour pillage. Alors avant de commencer, je tiens déjà à remercier l'ami Keycord qui est également vidéaste et vous retrouvez tous ces liens en description de la vidéo qui a gentiment réalisé 8 scénarios pour pillage. Vous allez voir que ce sont des scénarios qui sont très rigolos. Et Keycord est donc aussi vidéaste, donc n'hésitez pas à aller voir son travail sur YouTube et sur Twitch. Il a déjà parlé de pillage en vidéo d'ailleurs, donc un immense merci à lui parce que voilà, il fait partie de ces membres de la communauté qui sont actifs et qui font des choses, donc c'est vraiment trop cool. Et vous aussi, derrière votre écran, si jamais vous avez réalisé des scénarios ou si jamais vous avez envie d'en écrire, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à me transmettre vos créations. Je ferai en sorte de les mettre en page et de les mettre à disposition sur le site de pillage, tout simplement. Donc Keycord a réalisé 8 scénarios que j'ai regroupés sous la forme d'un compendium. L'idée c'est que tout au long de l'année et des années qui suivent, je vais agrémenter ce compendium d'autres scénarios, donc que j'aurai écrit moi-même ou que d'autres personnes auront écrites. Et puis du coup, comme ça, on aura un espèce de livre qui résume plein de scénarios pour pillage. Donc on va analyser en détail chacun des 8 scénarios, on va les lire et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très amusantes. Keycord s'est vraiment lâché et il y a des résultats vraiment très chouettes. Donc on va regarder ça ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Donc le premier des scénarios, c'est la ferme entre deux feux. Une grande ferme remplie de nourriture et de matériaux divers a été repérée par 2 groupes d'assaillants. Par un incroyable hasard de circonstances, les deux groupes de combattants choisissent le même moment pour s'attaquer à l'endroit. Les guerriers approchant, les fermiers et les 2 gardes de la ferme ont pris la fuite. Reste maintenant à savoir qui des 2 groupes va empocher le plus gros pactole. Donc c'est un scénario assez classique de pillage. 2 armées se font face dans les zones de déploiement, l'une en face de l'autre. La table de jeu est classique, elle fait 120 cm de côté. Et on a au centre de la table 2 bâtiments qui représentent la ferme. La petite particularité de cette partie, c'est que chaque joueur va placer 3 butins collés au bâtiment, où il veut, collés au bâtiment. Ensuite, pour gagner, tout simplement, dès qu'un joueur ramène un butin dans sa zone de déploiement, cela lui rapporte immédiatement 3 points de victoire. 3 points de victoire par butin qu'on l'on ramène à sa zone de déploiement. Donc ça veut dire qu'il faut aller les chercher, il faut les ramener, tout simplement. En objectif secondaire, il y a tuer le chef ennemi rapporte 5 points de victoire supplémentaires. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie, tout simplement. Donc c'est un scénario assez classique, sauf que la petite règle spéciale qui vient s'ajouter, c'est que chaque butin rapporté dans la zone de déploiement doit être remis en jeu. Le joueur doit alors le placer en contact avec un bâtiment, mais à plus de 2 pouces d'une figurine. Si cela est impossible, on défausse le butin restant et il ne pourra pas revenir en jeu. Donc en fait l'objectif ici ça va être simplement du run, en fait il va falloir courir, chercher du butin, les ramener, remettre un butin, courir, les chercher et en même temps empêcher l'adversaire de faire cette manœuvre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on va essayer de mettre des figurines à 2 pouces les unes des autres autour des bâtiments, comme ça l'adversaire ne peut pas placer de points butin, ne peut pas en remettre en jeu et il est un peu coincé. Donc il va falloir comme ça se battre tout autour des bâtiments et je trouve ça assez rigolo, c'est une manière un peu nouvelle d'envisager le pillage de butin dans le jeu, donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, un scénario assez classique dans son approche, mais avec cette petite particularité qui fait que on va se mettre sur la tronche au milieu entre les bâtiments et ça va être rigolo, quoi. Le deuxième scénario, c'est le festin tourne au vinaigre. Après la victoire, un chef et sa bande festoient dans leur grande halle. Une belle fête bien arrosée et festive comme l'exige la tradition. La soirée aurait pu bien terminer si un ennemi revanchard et sournois n'avait pas profité de ce moment de fête pour frapper. L'ivresse n'aura duré qu'un temps. Donc ici, c'est un scénario particulier, attaque-défense. On a un attaquant qui peut se déployer tout autour de la zone de jeu, à 3 pouces du bord de table. On a au niveau des budgets le défenseur qui a plus de pièces d'or que l'attaquant. C'est un peu curieux, vous allez me dire, parce que du coup il est en défense, donc il est censé plutôt avoir moins d'armée que l'attaquant, qui va être plus en difficulté. Mais vous allez voir qu'il y a des règles spéciales là aussi qui vont amener tout le piment du jeu. Donc on a le défenseur qui a 800 pièces d'or et l'attaquant qui en a 600. Au niveau de déploiement, c'est ce que je viens de dire, l'attaquant se déploie à 3 pouces du bord de table, n'importe où. Et pour le défenseur, c'est un peu différent. Au départ, toutes ces figurines se déploient dans la grande halle, donc dans le bâtiment central, qui se trouve au milieu de la table de jeu. Toutes ces figurines sont non combattantes, à l'exception de 6
qu'il peut placer n'importe où sur le terrain de jeu, mais forcément à 12 pouces du hall. Donc en gros, tout autour du hall, à 12 pouces, on peut placer 6 figurines. Celles-ci, elles sont combattantes, il n'y a pas de souci, elles se comportent comme un guerrier normal. Toutes les autres sont dans la grande halle et elles sont bourrées, en gros. Et donc, du coup, comme elles sont bourrées, elles sont considérées comme des civils et elles se déplacent à 3 pouces. Voilà. Donc elles peuvent pas charger, elles ne peuvent pas se battre et elles se déplacent à 3 pouces. La partie dure 8 tours de jeu et l'objectif, à la fin du dernier tour de jeu, le joueur ayant la plus grande valeur en pièces d'or présente sur la table, la plus haute valeur d'armée, en pièces d'or présente sur la table, remporte la partie. En objectif secondaire, tuer le chef ennemi rapporte 80 pièces d'or supplémentaires. Donc ok, très bien, mais on se dit ça sert à quoi pour le défenseur d'avoir plein de figurines qui servent à rien au milieu, dans le hall central, et juste 6 figurines qui peuvent se combattre au début de la partie? Eh bien tout simplement parce qu'on a la règle spéciale ivresse. Au début de chacune de ces phases de mouvement, le défenseur lance un des 6 pour chaque figurine non combattante. Sur un résultat de 5 ou 6, la figurine retrouve ses esprits et devient active et combat alors normalement. Donc à chacune de ces phases de mouvement, on va devoir tester. Sur 5-6, la figurine non combattante devient un soldat normal. Donc au fur et à mesure des tours de jeu, on va avoir les soldats, enfin nos guerriers, qui reprennent esprit, en tout cas pour le défenseur. Sachant que le défenseur ne peut pas jouer de cavalerie dans cette partie. Donc là où c'est rigolo, c'est qu'on a l'attaquant qui est plutôt en infériorité numérique face au défenseur, mais qui va se rapprocher de plus en plus, tandis qu'au milieu, dans le bâtiment, on a les gars qui se réveillent et qui vont commencer à pouvoir sortir pour aller petit à petit essayer de canaliser les troupes adverses et essayer de les empêcher d'arriver. Donc ça, c'est plutôt marrant. Et évidemment, on a l'objectif secondaire qui est de tuer le chef, qui rapporte quand même 80 pièces d'or supplémentaires. Donc voilà, l'objectif du chef, c'est vraiment un gros objectif. Donc il va y avoir un espèce de combat des chefs aussi en même temps dans la partie. Donc voilà, un scénario assez classique d'attaque-défense, mais avec cette petite règle d'ivresse qui est plutôt marrante, qui fait que le défenseur, au fur et à mesure du temps, va pouvoir dévoiler ses troupes, va pouvoir jouer ses troupes, alors qu'au début, ce sont juste des péons qui peuvent au pire sortir de la grande halle, mais qui ne pourront pas combattre. Donc ils titubent, ils sortent vite fait, et puis s'ils se font charger, ils ne pourront même pas attaquer. Donc voilà, peut-être qu'il faut temporiser, les laisser à l'intérieur de la grande halle un certain temps, jusqu'à ce qu'ils retrouvent leurs esprits. Voilà, ça va être aux joueurs défenseurs de choisir sa stratégie. Voilà. Alors le troisième scénario, c'est l'église au piquant. Une église contenant une relique sacrée est lourdement gardée. Profitant de la bataille qui se déroule aux alentours et qui mobilise la plupart des gardes, un groupe d'assaillants décide de profiter de l'occasion pour tenter de dérober l'objet de grande valeur. Alerté du raid en cours, un groupe de gardes se précipite pour intercepter les pilleurs. Donc on a la même disposition que le scénario d'avant, on a la zone de déploiement de l'attaquant qui est tout autour de la table, et la zone de déploiement du défenseur qui va être, elle, au niveau de la table de jeu avec un déploiement un petit peu spécial, puisque le joueur défenseur va déployer uniquement 350 pièces d'or maximum sur le plateau de jeu comme il souhaite, et forcément à plus de 4 pouces d'une figurine adverse. Au niveau des budgets des armées, on a un défenseur qui a 750 pièces d'or et un attaquant qui a 650. Et donc, au début, le défenseur ne peut mettre que 350 pièces d'or sur la table de jeu. Voilà. La partie dure 8 tours. Et à la fin du dernier tour de jeu, au niveau des objectifs, si l'attaquant détient le trésor et qu'il est situé en dehors de l'église à plus de 3 pouces de cette dernière, il remporte la partie. Sinon, c'est le défenseur qui remporte la partie. Donc l'attaquant, il doit tout faire pour sortir la relique de l'église. C'est son objectif. S'il ne le fait pas, il a perdu. Au niveau des règles spéciales, on a les renforts arrivent. À la fin de chaque tour de jeu, à partir du second tour, le joueur défenseur lance 2d6 et multiplie le résultat par 10. Cela représente le nombre de pièces d'or de ses figurines en réserve qu'il peut déployer sur un même bord de table au début du tour suivant. Donc en gros, on a le défenseur qui ne peut déployer que 350 pièces d'or au début de la partie, qui, à partir du tour 2, va pouvoir voir quels renforts vont arriver les tours suivants. Pour ça, il va lancer 2d6, il va multiplier le résultat par 10, ça va lui donner un résultat qui va faire un petit pécule de pièces d'or qui va pouvoir sortir au tour suivant. Il va faire ça tous les tours jusqu'à ce que, évidemment, il n'ait plus de pièces d'or en réserve et que toute son armée soit déployée. Donc ça, c'est aussi intéressant au niveau du déploiement parce que le défenseur, en fait, il arrive, il se précipite en mode « Ah, ils sont près de l'église, faut se grouiller, quoi ». Donc ça, c'est plutôt marrant. Il y a une autre règle spéciale qui est « Il fait bon à l'intérieur ». Et dans cette partie de pillage, vous êtes autorisé à jouer à l'intérieur de l'église, puisque si vous le savez peut-être déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas pillage, on ne peut pas jouer l'intérieur des bâtiments.
l'intérieur des bâtiments est simulé dans Pillage pour des questions de lisibilité et de facilité. Mais ici, on considère qu'on peut jouer dans l'église, donc va falloir avoir un élément de décor capable de réceptionner des figurines à l'intérieur, tout simplement. Si jamais vous voulez jouer à l'intérieur des bâtiments dans Pillage, ça sera possible avec le supplément Siège et Place Forte qui va sortir normalement à la fin de l'année 2025, en tout cas en financement participatif, et du coup qui va permettre justement de jouer à l'intérieur des bâtiments, de pouvoir bloquer des portes, verrouiller des portes, etc., jouer des échelles, enfin bon bref, tout ça. Donc, mais dans Pillage actuellement c'est pas possible, sauf dans ce scénario où on considère que l'église est une zone ouverte, c'est-à-dire que les portes ne sont pas fermées, on peut passer les portes sans problème, et du coup comme ça on a une zone de jeu qui est libre. En fait, en gros. Au niveau de la table de jeu, simplement on met une église au centre de la table, après on décore un peu comme on veut, sachant qu'on doit quand même déployer 3 éléments de décor moyens, des petites maisons, petites huttes, ce genre de choses autour de l'église, voilà, et 3 petits décors qui sont des barrières, des haies, ce genre de choses, pareil, autour de l'église. Donc forcément à plus de 3 pouces de celle-ci, histoire de laisser une zone découverte autour de l'église et de ne pas avoir des attaquants qui ne puissent pas accéder à l'église tout simplement, parce que ça serait idiot. Voilà. Donc on a une table de jeu avec l'église centrale, quelques petites décos autour, et c'est tout. Donc c'est plutôt intéressant, j'aime beaucoup le fait que le défenseur soit en infériorité numérique au début, il va avoir cette masse d'attaquants qui va arriver, et que les renforts vont arriver au compte-gouttes pour essayer de rattraper le truc, et du coup, évidemment, le but de l'attaquant c'est de sortir la relique et de l'avoir dehors au dernier tour de jeu, mais le défenseur peut tout à fait, au cours de la partie, récupérer la relique, la remettre à l'intérieur de l'église, et voilà, ça c'est tout à fait possible. Il peut y avoir comme ça une espèce de ping-pong entre la relique est dedans, la relique est dehors, mais je la remets dedans, puis elle ressort dehors. C'est tout à fait possible. À Pillage, on peut récupérer des butins et en faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'est assez intéressant. Encore une fois, un scénario plutôt rigolo, somme toute assez sage dans son approche, mais avec cette petite particularité des renforts qui est toujours très marrante et qui va mettre des situations un peu rigolotes sur la table de jeu. Voilà. Alors, ensuite, on a le 4e scénario qui est un chariot trop loin. Un convoi de ravitaillement tombe dans une embuscade, mais au lieu des richesses, ce sont principalement des renforts d'hommes qui sont à bord des chariots. L'affrontement est alors inévitable. Donc là, c'est un scénario plutôt classique d'attaque et de défense. Encore une fois, l'attaquant se déploie tout autour de la table de jeu et le défenseur, lui, va se déployer avec des chariots. On a un défenseur qui a un budget de 650 pièces d'or et un attaquant qui doit obligatoirement contenir de la cavalerie dans son armée. Donc soit on choisit une faction avec de la cavalerie, soit on choisit une faction générique qui permet d'avoir de la cavalerie. Par exemple, on peut très bien avoir des vikings, mais du coup on ne peut pas les jouer comme vikings parce que les vikings n'ont pas accès à la cavalerie. Donc on les joue en tant qu'armée générique et du coup on peut rajouter de la cavalerie dans son armée. Voilà. Et du coup l'attaquant lui a 700 pièces d'or. Il faut au moins 3 figurines de cavalerie pour l'attaquant. C'est un minimum. Déploiement. Le joueur attaquant déploie toutes ses figurines en premier à 3 pouces du bord de table comme il le souhaite. Le joueur défenseur, lui, déploie ensuite toutes ses figurines sur le plateau comme il le souhaite à moins de 4 pouces des chariots. Le défenseur désigne un des chariots comme celui de la réserve de nourriture. Donc on a 3 chariots que le défenseur va devoir placer au milieu de la route et il va pouvoir placer ensuite ses figurines tout autour des 3 chariots et désigner un chariot qui contient de la nourriture. La partie dure 8 tours de jeu et l'objectif, à la fin du dernier tour de jeu, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Pour gagner des points de victoire, il suffit de tuer des adversaires. Tuer un adversaire sans protection rapporte 1 point de victoire. Tuer un adversaire avec protection partielle permet de remporter 2 points de victoire. Et un ennemi protection complète permet de remporter 3 points de victoire. Éliminer un cavalier, le cavalier plus sa monture, permet d'obtenir 6 points de victoire. Donc là, c'est très intéressant. Au niveau du défenseur, quand il va tuer des cavaliers, ça va quand même lui rapporter pas mal de points. Ensuite, on a la règle spéciale de la partie qui est la règle spéciale pilleur. Une figurine peut choisir de piller un chariot de réserve de nourriture si elle est à moins de 2 pouces de celui-ci, en lieu et place des autres actions de son tour. Dans ce cas, la figurine remporte immédiatement 2 points de victoire. Le chariot ne peut ensuite plus être pillé pour le reste de la partie. Donc on a la possibilité pour les attaquants d'avoir un petit bonus de 2 points de victoire quand il va aller choper le chariot de réserve de nourriture. Voilà. Donc c'est un scénario, on a 3 chariots au milieu d'une route, on a une route qui traverse la table et on va avoir les attaquants qui vont essayer de piller ce chariot en butant les gens qui sont autour du chariot en essayant de piller la réserve qui est au milieu. Donc c'est pareil, encore une fois, un scénario plutôt classique, assez marrant de devoir protéger un convoi.
sachant que dans ce scénario, le convoi est statique, il est au milieu de la table de jeu, sur la route. Ok. Mais rien ne vous empêche de faire en sorte que les chariots commencent au milieu de la table de jeu et que leur but, ça soit de sortir de la table et qu'au moment où le chariot sort de la table, on arrête la partie et peut-être que du coup, au lieu de durer 8 tours de jeu, la partie va durer 6 tours et au bout des 6 tours, on fait à ce moment-là le décompte des points de victoire, un peu en avance, ce qui peut être à l'avantage du défenseur s'il a bien calculé son coup, s'il a bien tracé avec ses chariots, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible d'ajouter ce petit supplément-là à ce scénario et ça donnera peut-être un peu de sel supplémentaire. Peut-être, par exemple, si vous faites ce scénario-là, vous pouvez faire la revanche en se disant là, les chariots, ils peuvent se mouvoir, ils peuvent bouger sur la route et ça donne une autre situation à la bataille et peut-être que les stratégies vont être différentes du coup. Alors, 5e scénario, carrefour sanglant. Un petit hameau est le sujet d'une attaque. Le raid a pour but de récupérer des otages afin de favoriser une négociation. Encore une fois, c'est une partie attaque-défense classique. L'attaquant se déploie tout autour de la table de jeu. On a au niveau des budgets 600 pièces d'or pour le défenseur, 700 pour l'attaquant. Au niveau du déploiement, donc le joueur défenseur déploie en premier toutes ses figurines sur la table de jeu comme il le souhaite, dans un rayon de 8 pouces au centre du plateau. Il ajoute également 4 civils dans cette zone. Le joueur attaquant, lui, déploie 6 de ses figurines à 3 pouces du bord de table comme il le souhaite au début du premier tour, puis 6 de plus à chaque nouveau tour de jeu jusqu'à ce que toutes ses troupes soient déployées. À partir du tour 3 et à chaque début de tour suivant, les civils se déplacent obligatoirement de 2 pouces au choix du défenseur. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? On a un plateau de jeu qui est un carrefour. On a 2 routes qui se croisent au milieu du plateau. Au milieu du plateau, on a les défenseurs qui vont se déployer ici, dans un rayon de 8 pouces. Et parmi ces défenseurs, on va devoir avoir 4 civils. Ces 4 civils ne peuvent pas se déplacer avant le tour 3. À partir du tour 3, ils pourront se déplacer. L'objectif, donc la partie dure 8 tours de jeu, et l'objectif, le joueur qui possède le plus de points de victoire à la fin du dernier tour de jeu remporte la victoire, et pour gagner des points de victoire, il faut posséder des civils. Par civil otage capturé, c'est 3 points de victoire pour l'attaquant, et par civil otage libre, c'est 3 points de victoire pour le défenseur. Donc en gros, l'objectif des attaquants, c'est de choper du civil, l'objectif de défenseur, c'est que l'adversaire ne chope pas les civils, tout simplement. Mais on a une règle spéciale qui est « prenez les otages ». Une figurine peut choisir de capturer une figurine de civil en suivant les règles normales de butin, de pillage. Cette figurine de civil devient alors un otage et elle suit les règles de capture classiques. Une figurine d'otage libérée de son porteur, parce qu'il est engagé au combat par exemple, redevient une figurine de civil libre. Donc quand on capture un civil, c'est notre butin. Et quand on est attaqué par exemple, on lâche notre butin, donc on lâche le civil et il est libre à nouveau. Il ne va pas rester sur place, il pourra se déplacer à partir du tour 3. Il pourra se déplacer de quelques pouces. Voilà. Attention toutefois, une attaque au corps à corps ou à distance d'une figurine détenant un otage peut toucher l'otage lui-même. Un résultat au jet pour toucher de 1 se traduit par la mort de l'otage. En gros, à chaque fois qu'un attaquant possède un otage, quand on va vouloir libérer l'otage, quand on va attaquer la personne qui possède l'otage, il y a un risque que l'otage meure. Voilà, tout simplement. Évidemment, c'est possible que tous les otages meurent. Dans ce cas-là, la partie est une égalité. Donc, les attaquants, ils n'ont aucun avantage à ce qu'un civil meure, et les défenseurs, c'est pareil. Donc, il va falloir faire quand même un peu attention à ce qu'on fait, et peut-être pas bourriner les gars qui ont un otage avec eux, parce que, plus il y a d'attaquants, plus il y a de risques de faire un jet pour toucher de 1, et il y a de risques de tuer l'otage. Donc voilà, il va y avoir une petite particularité ici qui va ramener des stratégies assez rigolotes, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur les tables de jeu. Donc ça, c'est vraiment marrant. Et au niveau de la table de jeu, au niveau de sa disposition, comme je disais, il y a un carrefour central, et puis dans chaque quart de plateau, tout autour du carrefour, on va placer une petite maison, et puis voilà, ça va donner un peu d'ambiance, un peu de décor aussi pour peut-être fuir pour le défenseur, se planquer dans des maisons, etc. avec ses otages. Bref, il peut y avoir des stratégies comme ça. Donc c'est assez rigolo. Et puis ça va donner un peu lieu à des belles bastons. Et tout en finesse, parce que là, il va falloir sauver les otages quand même. Donc attention. Le 6e scénario, c'est négociation qui vire au rouge. Autour d'une bonne bière, 2 chefs et leur escorte négocient un accord. Mais l'alcool aidant, des mots sont échangés et une bagarre générale s'engage. Donc ça, c'est pareil,
C'est assez marrant. En gros, on a deux bandes qui sont venus pour discuter et finalement, avec l'alcool, les mecs ils commencent à être bourrés, ils commencent à s'engueuler et ça part en baston général. Au niveau de la table de jeu, c'est un peu particulier. Cette fois, on a une table de jeu qui fait 24 pouces, en gros 60 cm de côté. Donc c'est un plus petit plateau. Et au centre de ce plateau, on va avoir une table de banquet, avec des victuailles ou ce que vous voulez. On a une longue table, ce qu'on va appeler la longue table. Les armées possèdent 200 pièces d'or chacune, donc on a des toutes petites armées. Ça va faire une dizaine de figurines en gros par armée, à peine, même pas. Donc vraiment des petites armées. Chaque joueur lance un des 6, le plus haut résultat choisit le côté de la longue table où il souhaite se déployer et il place son chef plus 2 guerriers à moins de 2 pouces de la longue table. Donc en gros, au niveau du déploiement, on a une table. De chaque côté de la table, on va avoir un chef et 2 guerriers, vraiment quasiment collés à la table en fait. Et puis un petit peu plus loin derrière, le reste des troupes, à 5 pouces derrière. Et du coup, on va avoir comme ça 2 armées qui se font face et qui vont devoir se mettre sur la gueule, mais il y a la table au milieu. Donc soit on contourne la table, soit on saute par-dessus, mais je rappelle qu'à pillage, les sauts sont autorisés, mais il y a un risque. Il y a un risque de se casser la gueule. Donc, potentiellement, il peut se passer des trucs bizarres. Donc voilà, la partie dure 6 tours de jeu, et au niveau des objectifs, le joueur dont le chef est encore en vie à la fin de la partie remporte la victoire. En cas d'égalité, le joueur ayant la plus haute valeur en pièces d'or d'armée encore sur la table remporte la victoire. Donc en gros, l'objectif c'est de buter le chef adverse, tout simplement, en évitant de se faire buter son chef. Donc voilà, toutes les stratégies sont bonnes pour ça. Sauter par-dessus la table pour essayer de choper le chef adverse le plus vite possible. Avoir une espèce de combat des chefs qui s'annihile au milieu, ou pourquoi pas, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il va y avoir égalité. À moins qu'on ait bourriné son chef avec plein de talent. Et du coup, notre chef, c'est un espèce de gros baraque, 4 points de vie, qui va défoncer tout le monde. Mais s'il est super balèze, ça veut dire qu'on a moins de figurines à côté. Donc il est plus vulnérable aux attaques, aux figurines adverses parce que l'adversaire est plus nombreux, vu que notre chef nous a coûté beaucoup plus cher. Donc voilà, il y a plein de stratégies à mettre en place aussi avec ce scénario, que je trouve très rigolo. Ça permet d'avoir une partie assez rapide, parce qu'il y a très peu de figurines sur la table. Ça dure 6 tours de jeu, mais les tours de jeu vont être très rapides. Il n'y a pas beaucoup de figurines à déplacer. En plus, elles sont très proches. Donc c'est juste une grosse baston générale. Donc ça, c'est pareil. J'aime beaucoup. À vraiment attester. D'ailleurs, n'hésitez pas chez vous, si vous testez ces scénarios-là, à nous faire le retour sur le Discord ou ici en commentaire de la vidéo. On est preneur de vos retours là-dessus, parce que franchement, c'est vraiment des scénarios très rigolos. Donc là, on a le scénario, l'avant-dernier scénario, les moutons s'en mêlent. Fuyant ou courant se mettre à l'abri après la bataille, une bande de combattants doit traverser de verts pâturages où de paisibles moutons vivent tranquillement, mais pour combien de temps? D'autant plus que les poursuivants se montrent à l'horizon. Ici, on a 2 armées qui se font face de part et d'autre de la table de jeu. On a une petite table de jeu, 60 cm de côté, et les armées sont relativement petites également, 250 pièces d'or chacune, sachant qu'elles ne peuvent pas contenir de cavalerie. Voilà, c'est la petite particularité. Au niveau du déploiement, on divise la table de jeu en 4 et on place un jeton figurine de troupeau de moutons au centre de chacun de ces quarts de table. Voilà. Donc ça c'est plutôt marrant. D'ailleurs, au niveau des troupeaux de moutons, la boutique de pillage propose des superbes figurines de troupeaux de moutons. En fait, c'est plein de petits moutons agglutinés et c'est assez rigolo. Donc, n'hésitez pas à aller checker la boutique de pillage. Le lien est dans la description de la vidéo. Et du coup, ça peut vous permettre d'avoir des troupeaux de moutons assez sympas, soit en décoration, soit sur vos tables de jeu en termes de gameplay tout simplement. Puisque je rappelle que ce scénario-là va faire appel aux règles spéciales des troupeaux de moutons qui existent pour pillage et qui sont également disponibles sur le site en téléchargement gratuit. Voilà. La partie dure 6 tours de jeu et le but du jeu, le but pour les joueurs, c'est de faire sortir un maximum de figurines par le bord opposé. Le joueur qui fait sortir son chef ajoute 15 pièces d'or supplémentaires au décompte des pièces d'or de victoire. Le gagnant est celui qui a fait sortir le plus de valeur de troupes en pièces d'or à la fin du dernier tour de jeu. Donc là, on a un objectif, c'est on trace le plus rapidement possible la table de jeu pour faire sortir un maximum de mecs avant la fin de la partie. Mais la difficulté, c'est qu'on a des troupeaux de moutons. Et les troupeaux de moutons, on en a 4 sur un tout petit plateau de jeu. Donc ça va être un gros bordel parce que les moutons, en fait, ils sont très chiants. Ils empêchent les guerriers de se déplacer correctement. Ils peuvent même leur faire des dégâts. Donc vraiment, c'est une espèce de glu qui se balade sur la table de jeu, quoi. Donc vraiment, c'est très rigolo. Et en plus de ça, Keycord a mis une petite règle spéciale qui est effrayer les moutons. Au début de sa phase de mouvement, un joueur peut essayer de faire peur à un troupeau de moutons à l'aide d'une figurine libre et se trouvant à 3 pouces ou moins du troupeau.
Lancez alors un des 6. Sur un résultat de 3+, les moutons s'éloignent de la figurine en ligne droite de 1 des 3 pouces en remplacement de leur mouvement habituel. Cela met fin à la phase de mouvement de la figurine à l'initiative de l'action. Elle ne peut donc pas se déplacer lors de ce tour. Donc, la particularité, c'est qu'admettons, votre adversaire, il arrive et vous voyez que vous n'allez pas pouvoir le bloquer. Ça va être chiant, il va peut-être traverser, mais devant vous, vous avez un troupeau de moutons. Eh bien, vous essayez de l'effrayer, et du coup, peut-être que le troupeau va engluer le guerrier en face. Ça va vous permettre d'éviter le combat, et peut-être de mourir et donc d'avoir une figurine en moins, et puis de contourner le troupeau, et vous de tracer justement pour sortir par le bord opposé. Donc voilà, ça donne des stratégies aussi, encore une fois, qui sont très marrantes. Et l'autre particularité, c'est que plus votre armée est grande, plus il va falloir faire sortir de figurines, forcément. Mais plus elle est grande, ça veut dire que vos figurines coûtent moins cher et donc potentiellement qu'elles sont moins lourdement équipées, donc qu'elles avancent plus vite. Donc voilà, il va falloir faire des choix. Est-ce que j'ai plus de figurines à faire sortir mais elles vont pouvoir tracer beaucoup plus vite vers la sortie? Ou alors j'ai des mecs beaucoup plus costauds, j'en ai moins, mais ils vont mettre plus de temps avant de sortir. Par contre, ils vont tanker, donc peut-être qu'ils vont pouvoir aussi arrêter des troupes adverses et puis leur mettre des grosses tatanes et pouvoir sortir en ayant buté un mec et du coup voilà. Donc il y a plein de stratégies à mettre en place pour cette partie. Vraiment, je pense que c'est un super scénario. 4 troupeaux de moutons en plus, c'est vraiment gigantesque. Enfin, je veux dire, ça va être un bordel immonde sur la table de jeu. Donc moi j'adore quand c'est comme ça et c'est vraiment très fun. C'est vraiment des scénarios super marrants. Vraiment là, c'est génial quoi, génial. Et au niveau du dernier scénario, c'est pour quelques gouttes de miel. À la suite d'une épidémie dont le seul remède connu est le miel, des chefs de guerre décident d'aller récupérer tout le stock disponible pour leur propre compte. Donc là, c'est pareil, on a 2 zones de déploiement, l'une en face de l'autre, mais la particularité, c'est que la table de jeu va être divisée en 3 zones, 3 bandes. Au centre de chaque bande, on va avoir un arbre qui possède une ruche à l'intérieur. Et on a collé à ces arbres 3 butins miel. Voilà, la partie dure 6 tours de jeu. On a des armées qui sont peu nombreuses, 400 pièces d'or. Par contre, la table de jeu fait bien 120 cm de côté. Donc on a une grande liberté d'action et une grande liberté pour les figurines de se déployer un peu partout. Donc potentiellement d'éviter les adversaires, etc. De s'écarter en fait, de ne pas avoir des groupes de combattants finalement. Pouvoir vraiment avoir des combattants individuels qui vont aller choper les butins pour essayer de remporter la victoire. Au niveau des objectifs, c'est le joueur possédant le plus de points de victoire à la fin du dernier tour de jeu qui remporte la partie. Contrôler un butin miel à la fin de la partie rapporte 1 point de victoire. Mais faire sortir un butin de miel par son bord de déploiement, ça rapporte 3 points de victoire. Donc on va vouloir avoir envie forcément d'aller choper un butin et de le ramener dans sa zone de déploiement. Ça paraît logique. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a une petite particularité dans cette partie qui va venir mettre le bordel. C'est la règle spéciale « un ours affamé ». Écoutez bien. Au début du tour 2, un ours arrive au centre de l'un des bords de la table du jeu qui n'est pas une zone de déploiement. C'est le joueur n'ayant pas eu l'initiative lors du premier tour de jeu qui choisit le bord de déploiement de l'ours. L'ours possède le profil suivant. Protection complète. Ok, donc il se déplace de 6 pouces. 4 points de vie. 3 attaques d'armes de base, qui sont en fait ses griffes. Mais armes de base, je rappelle que c'est les épées dans Pillage, c'est très violent. L'ours agira toujours en premier au début de chaque phase de mouvement et fera 2 actions dans l'ordre de priorité suivant. Manger un butin miel, attaquer une figurine engagée avec lui, charger un porteur de butin miel à portée ou un mouvement en ligne droite vers un objectif miel, le plus proche. Donc on a là un ours qui est une énorme brute, qui va faire 4 actions par tour, puisque je rappelle qu'il fait 2 actions par phase de mouvement. Mais il y a 2 phases de mouvement. La phase de mouvement du joueur 1, la phase de mouvement du joueur 2. Donc il fait 4 actions. Et il va pas falloir aller se frotter à l'ours, parce que l'ours, je suis désolé, mais bon, protection complète, 4 points de vie, 3 attaques, c'est un monstre, quoi. Vraiment, le truc, c'est impossible à buter, quoi. Je veux dire, c'est une horreur, le truc, sur le champ de bataille. Donc ça va venir mettre le gros dawa sur la table de jeu et c'est génial. Si vous n'avez pas de figurine d'ours chez vous, vous utilisez un monstre que vous avez en stock ou une grosse figurine, peu importe. Même un jouet pour enfants ou n'importe quoi. Ça fera très bien l'affaire sur la table de jeu pour représenter l'ours. Et voilà, c'est vraiment mortel.
C'est-à-dire qu'on a, on a du miel et le truc il trace vers le miel. Alors que vous, votre objectif, c'est aussi le miel. Et la petite particularité qu'on n'a pas fait trop attention d'ailleurs au tout début, mais c'est que je vous ai dit que chaque arbre contient une ruche. Et dans Pillage, il y a aussi des ruches. Des règles pour jouer les ruches qui sont sorties en supplément gratuit et que vous retrouvez aussi en téléchargement sur le site de Pillage. Et les ruches, quand on les secoue, ça fout la merde. Il y a des abeilles qui sortent et les mecs qui sont autour de la ruche, ils sont pas bien. Donc là, on a le double problème. Les ruches plus les ours. Donc on peut avoir des stratégies, genre l'adversaire, il se rapproche d'un butin, je tire une flèche dans la ruche, et voilà, ça va foutre la merde. Mais en même temps, moi aussi, ça va m'empêcher peut-être de prendre un butin miel. Et en plus de ça, vous n'avez pas beaucoup de personnages. Donc du coup, aller se fighter, ça vaut peut-être pas le coup, parce qu'en fait, il faut que je récupère des butins, mais en même temps, il y a l'ours qui arrive. Enfin bon, bref, c'est génial. Pareil, un scénario trop cool. Donc c'est vraiment à tester. Encore une fois, chez vous, n'hésitez pas à tester ces scénarios. Ils sont vraiment super rigolos. À mon avis, ça va être des barres de rire autour de la table de jeu. Donc vraiment trop chouette. Donc je rappelle encore une fois, vous pouvez télécharger ce petit compendium de 8 scénarios sur le site de Pillage, c'est gratuit. Et puis si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la soutenir en likant, en commentant et en partageant cette vidéo. C'est comme ça que le YouTube fonctionne. Plus vous allez être nombreux, plus la vidéo sera mise en avant. Et donc, par conséquent, plus mon travail sera visible. Et vous voyez que y a des choses qui se passent autour de Pillage. Il y a quand même de l'investissement du temps. Alors, c'est pas moi qui écris les scénarios. Je rappelle que c'est Keycord. Vous avez tous ces liens en description. Allez voir son travail. Mais voilà, potentiellement, moi aussi, je vais en ajouter. Et tout ça fait que, Pillage, c'est une communauté de joueurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce qu'il y a des gens vraiment super cool dessus. Et on s'entend tous très bien, on fait des soirées peinture et tout, enfin voilà, on s'amuse autour de Pillage, donc n'hésitez pas à venir. Il y a des petits spécialistes historiques et tout qui nous font des petites recommandations sur les tenues, les couleurs et machin, c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà, un grand merci à tous ceux qui soutiendront cette vidéo, et puis on se dit à très vite, à bientôt.